je vous le dis tout de suite. Je suis médecin, oui. Scientifique, c'est pour ceux qui veulent toujours se poser des questions et des questions dans la tête. Moi, j'aime bien aller là. Voilà. Et c'est un peu de ça que j'ai envie de vous parler. Je suis très content d'être là parce qu'en fait, j'ai fait mes études à Toulouse. J'habitais Auxonne, juste à côté. Maintenant, je travaille sur Bordeaux. Et donc, c'est vraiment... c'est un plaisir. Ce matin, je suis passé devant l'église où j'étais il y a quelques années. On a fait le baptême de mon fils. Donc voilà, des bons souvenirs. Donc voilà, très heureux d'être avec vous. Merci à Yves de cette invitation. Et puis merci à tous les participants qui sont là. Des petits coucous spéciaux. Je voulais remercier d'abord toutes les femmes. Parce que si nous sommes là sur Terre, c'est grâce à vous. Faire plaisir. C'est ça. Et notre monde en a bien besoin. Je vais remercier aussi tous les hommes qui sont là. C'est que vous avez probablement une sensibilité élevée. Donc bienvenue, vous êtes au bon endroit. Alors je ne sais jamais comment commencer une conférence. Je sais ce que j'ai à vous dire, hein, mais je demande toujours à la vie, vous appelez ça à qui vous voulez, à Dieu, à l'au-delà, peu importe, vous mettrez le mot que vous voulez. Et j'ai demandé ce matin comment commencer. J'ai demandé ça hier soir parce que souvent c'est un peu dans mes rêves où ça arrive. Et puis ce matin, je me suis levé oppressé et j'ai rêvé de trucs totalement bizarres. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas eu la réponse. Donc c'est pas grave, j'ai pris ma voiture parce que je viens de Bordeaux. Et puis j'ai fait un truc rigolo, c'est que j'ai mis DJ Dieu, ce que j'appelle DJ Dieu, c'est-à-dire le flow dans ma musique. Et puis, c'est arrivé. Voilà, il y a eu la réponse, c'est comment commencer. Eh bien, c'est commencer à vous interroger, en fait, puisqu'on m'a demandé de vous poser 2 questions. La première, c'est comment êtes-vous vivant aujourd'hui ? Alors moi, je vais très bien, je suis très heureux. Pour vous dire, ça m'a même dit, tu ferais bien même d'arriver en dansant. Ça vous montrerait dans quel état je suis à l'intérieur. Alors bon, Yves ne me connaît pas encore, alors je n'ai pas encore osé. Mais globalement, voilà, mais posez-vous cette question, comment vous êtes là maintenant ? La deuxième, c'est comment vous pouvez incarner votre spiritualité au quotidien. Et là, ils m'ont dit, donne ton exemple. Et puis, ça m'est revenu cette phrase de « N'écoute pas ce qu'ils disent, regarde ce qu'ils font ». Voilà, ça vient avec la notion d'engagement, ça vient avec la notion d'alignement, c'est-à-dire je pense quelque chose, je le ressens et je me mets en mouvement. Moi, c'est un petit peu le chemin qu'on m'a proposé, par le biais, et c'est pour ça que je suis là ce matin, de mon métier, qui est celui d'être médecin. Alors c'est un message d'espoir que je viens vous porter aujourd'hui. Un message pour vous dire que le monde médical est en train de s'ouvrir. Le monde médical est prêt à vous écouter, enfin. Qui aime son médecin traitant ici ? Qui n'aime pas son médecin traitant ici ? Vous pouvez changer. Ça va pas marcher. Il y en a plein. Cherchez-les. Je pose des questions bizarres. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on m'a demandé d'être authentique. Ça sera toujours ça avec moi. C'est-à-dire que c'est un chemin, c'est pas facile. Surtout dans un système où on vous met dans des cases. Et l'idée, en fait, c'est d'être complètement soi. Et si vous faites ce chemin, eh bien, moi aussi, je le fais. Et si vous le faites et que je le fais, eh bien, la rencontre peut se faire. Et peut-être, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Hein, c'est ce qu'on appelle la médecine du lien. C'est la médecine centrée sur l'humain. Et c'est pour ça que, j'ai créé, il y a maintenant 1 an,
quelque chose qui s'appelle le Sommet des médecines centrées sur l'humain. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est dans 15 jours, c'est à Bordeaux. C'est de donner la parole à des médecins qui osent être autrement, qui osent faire autrement, qui osent penser autrement, et qui osent donc soigner ou être en présence autrement. Donc moi, mon rôle à moi, c'est de leur donner la parole, comme aujourd'hui Yves me la donne, et c'est pour ça que j'ai créé ça. Donc vous pouvez le trouver sur Internet, peu importe. Globalement, c'est aussi ça mon engagement à moi. C'est celui que je viens vous partager aujourd'hui, et c'est celui aussi qui vous a questionné tout à l'heure. C'est quel est votre engagement à vous, aujourd'hui? Dans quoi vous engagez? Dans quoi vous mettez cette énergie? Eh bien moi, je la mets à diffuser une parole de bienveillance, de présence, une parole, je dirais même d'amour, dans ma vie quotidienne. Et puis la vie a fait que j'ai un métier qui est important, a priori, dans la société, et donc j'en parle aujourd'hui avec vous. Alors moi, j'ai jamais voulu être médecin. Comme ça, c'est clair. Moi, je voulais conduire des trains. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au lycée. Et puis, à mon époque, en terminale, on avait un stage. Et donc, je suis allé au stage, moi, pendant une semaine, où je suis allé avec des conducteurs de train. Donc, vous imaginez, j'ai vécu mon meilleur moment de ma vie. J'étais avec des gars qui faisaient ce que je voulais faire. On me mettait dans la rame, on avançait, plus ça allait vite. J'adorais ça. Et puis le bilan, à la fin de la semaine, le vendredi, on s'est tous mis au bilan et ils m'ont dit un truc important, ils m'ont dit « Ne fais pas ça ». Waouh. Et là, vous voyez, aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que vous, la vie, elle vous a déjà, mis une petite question ou un truc pour vous montrer que c'était pas forcément cette voie-là? Moi, c'était la première fois que la vie, elle me mettait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déprimé. Parce qu'en fait, je suis rentré chez moi en disant, je vais pas faire ça, ils m'ont dit de pas faire tous. Il n'y en a pas un qui m'a dit de continuer. Donc, je suis allé à un forum des métiers. Et puis là, j'ai vu, il y avait une caméra, je me rappelle, pas une caméra, un écran, pardon. Et puis, il était en train de se produire sur l'écran une expérience de vie imminente. Bref, un accouchement. Et puis, je me suis dit, tiens, ça doit être chouette, ça. Et puis, c'est comme ça que je suis allé à la fac. Voilà. Donc, globalement, pas d'envie depuis toujours, pas d'esprit guérisseur en moi, pas de tout ça, non. Juste se laisser porter. Se laisser porter et surtout se laisser guider là où finalement on doit être. Et c'est ça qui nous amène encore aujourd'hui ici dans l'instant présent. Alors j'ai fait mes études à Amiens et puis j'ai eu l'internat. J'ai choisi anesthésie, pourquoi? Eh bien parce que c'est une spécialité extraordinaire puisqu'on est obligé de prendre l'humain dans sa globalité. C'est-à-dire que moi je ne souhaitais pas une médecine d'organes. Ça m'a jamais intéressé, même si je trouve ça intéressant. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça. Et puis, ça a été génial. Et vous voyez, en ce moment, il y a un énorme développement en anesthésie. Pourquoi? Parce que le produit qui vous endort, pour ceux qui ont eu une expérience d'anesthésie, eh bien, il est connu depuis 50, 70 ans. Il est très safe, ça marche très bien. On ne sait toujours pas, je vous dis, comment ça marche exactement, mais c'est pas grave. On le maîtrise. Donc, il y a toujours une part de magie. D'accord. Et puis derrière, en fait, les médecins anesthésistes, c'est soit ils deviennent des machines et ils poussent des seringues, soit ils se posent des questions en disant et comment on fait évoluer le truc? Et donc vous avez entendu de l'essor de plein de techniques non médicamenteuses, l'hypnose, voilà. L'hypnose, elle est arrivée dans ma vie et elle a complètement changé ma vie. D'accord, on a vraiment, moi ça a été incroyable, c'est-à-dire cette technique, elle m'a permis d'aller à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'hypnose. Qui a déjà fait de l'hypnose ici? Ouais. Donc tous les autres, allez, expérience hypnotique bientôt.
Ça sert à quoi? Ça sert à aller à l'intérieur. Ça sert à aller chercher les ressources, vos ressources. Ça cherche à aller chercher vos ressources avec vos codes à vous, avec votre vie, avec vos sentiments, avec votre passé, avec ce que vous voudriez faire, avec les rêves, bref, c'est extraordinaire. C'est tellement extraordinaire que j'ai divorcé. Bah oui, hein, parce qu'en fait, moi, j'étais un petit peu le gars un peu, vous savez ce qu'ils appellent ça les Anglais, le nice guy, quoi. C'est-à-dire, bon, bah j'étais médecin, j'avais une belle famille, je me faisais un peu chier, mais globalement, j'étais pas mal. Et puis l'hypnose est venue complètement me dire, mais Baptiste, ose ce qu'il y a à l'intérieur. Ose, vas-y. Et puis bah voilà, j'ai changé de vie. Donc j'ai divorcé, c'était génial, parce que du jour au lendemain, eh bien, je pouvais être libre d'être complètement moi. En fait, je m'étais mis moi-même, hein, mes chaînes. Hein, voilà. Posez-vous la question si un jour vous êtes mis des chaînes. Voilà, comme c'est vous qui vous les êtes mis, vous avez aussi la clé pour les retirer. Et puis, ben, moi j'ai eu la chance de travailler dans une clinique qui était très avant-gardiste, parce que quand je suis arrivé, on se formait tous à l'hypnose. On est 11 médecins, on était 11 formés à l'hypnose, tous nos infirmiers formés à l'hypnose. Et attention, les chirurgiens, ils disaient, bon, on est un peu fous, hein, vous imaginez bien que les chirurgiens nous critiquaient un peu, mais peu importe. Mais on était tellement formés que les gens ne venaient plus pour le chirurgien, ils venaient pour nous. Alors là, l'ego, vous voyez, du chirurgien, d'où les tensions, hein. Il y avait des tensions au bloc. Et donc, on a eu cette chance, c'est qu'il y avait des gens qui se posaient des questions, il y avait des gens qui avaient envie de faire autrement, et puis il y en a 4 qui ont commencé à faire de l'acupuncture. Et moi, je me suis dit, waouh, génial, ça m'intéresse, puis en plus, à la fin de l'année, il y avait un voyage en Chine. Moi, j'étais jamais en Chine et j'adore voyager, je me suis dit, je m'inscris. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait là? Donc je me suis formé en acupuncture. Bien sûr, je n'ai pas été dans la médecine traditionnelle chinoise complète. Hein. C'est toute une vie. Je ne sais même pas s'il n'en faut pas 2 ou 3 pour tout maîtriser. Par contre, ben, il y avait un truc sympa, c'est que j'avais 2 profs. Il y en avait un qui était vraiment... il adorait la Chine, il parlait chinois, voilà. Et il nous faisait même apprendre la calligraphie. Et puis il y avait sa femme qui nous faisait cours, qui nous disait non, tout est question d'énergie. Bon, ben moi, j'ai plutôt écouté celle-là, ça m'a bien plu. Et heureusement, à l'oral, je suis tombé avec elle. Et puis à la fin de l'année, on s'est retrouvés à prendre l'avion et on est allé à Shanghai. Vous avez peut-être entendu parler de ce magnifique hôpital, puisque c'est là où Michel Simins et Adriana sont allés faire un beau reportage où on peut faire de la chirurgie cardiaque sous acupuncture. Ça vous parle peut-être? Eh bien, ils ont un truc incroyable, c'est que dans cet hôpital qui est hyper moderne, eh bien, vous avez tout un couloir, mais c'est même pas un étage complet. Donc, vous imaginez, en Chine, tout est grand. Hein. Shanghai, c'est 24 millions d'habitants. Hein. D'accord? Donc, les hôpitaux sont adaptés. Et dans ce couloir, ça sentait le moxa, c'est-à-dire ce qu'on met quand on fait de l'acupuncture. Et les patients allaient de la médecine traditionnelle, et après ils avaient leur scanner, leur IRM, ils se faisaient opérer, ils revenaient, bref, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ça me plaît. Et puis, le dernier jour, on est resté 15 jours, c'était génial. Et le dernier jour, les copains, parce qu'on était là, ils m'ont dit, bon allez, vas-y, il faut qu'on t'a des enfants, on va les chercher, on va faire des emplettes. Et là, il s'est passé un truc dingue, c'est que moi, ça m'a dit non. Donc, ils m'ont tous regardé en disant, Baptiste, on va faire viens, on s'en va demain, on prend l'avion, il faut l'acheter. Et il y avait un truc plus grand que moi qui disait non. Je ne bougerai pas. Je resterai là. Et donc, je me suis retrouvé, je vais vous le dire, comme un con, dans ma chambre d'hôtel, avec les 14 autres copains qui étaient en plein centre-ville à faire des emplettes, et j'étais assis là sur mon lit. Et c'est le jour où ma vie va basculer. Parce que ce grand nom, il n'était pas pour rien.
imaginez-vous, je suis seul, dans une salle, je me demande ce qui se passe. Et là, ma grand-mère décédée va se matérialiser devant moi. Je vais pouvoir mettre ma main dans ses cheveux. Elle va m'envoyer dans ma tête des images de ma mère, de ses frères et sœurs, quand ils étaient jeunes. J'ai encore l'émotion. Et puis, elle va me dire un seul truc. Elle va me dire « ouvre ». Et je ne sais pas combien de temps ça a duré. C'est comme si j'étais plus dans ma chambre. C'est comme si j'étais dans une autre dimension, j'en sais rien, peu importe. Et je vais pleurer pendant des heures. Et là va venir la question, est-ce que je suis fou? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus grand? Et je ne vais pas me poser la question très longtemps. Je vais me diriger vers ça. Et puis ça va tellement pas aller très longtemps que vous imaginez bien que je suis rentré un peu bouleversé. Et quelques jours après, je suis en consultation. Un après-midi, alors nous on a à peu près entre 10 et 15 minutes avec les gens. Et puis voilà, une dame rentre, il doit être 15-16 heures. Et puis je lui demande ce qu'elle fait. Alors elle me dit bah, j'élève mes animaux, très bien. Et puis je lui dis vous venez pourquoi? Elle dit voilà, machin. Et là, il me dit, je vous ai vu en haut du volcan. Donc là, dans ma tête, je me dis, il n'y a pas longtemps, j'étais en haut du piton de la Fournaise, en vacances. Mais bon, moi j'ai du boulot, hein, donc j'avance. Donc je lui demande le poids, la taille, les antécédents, les machins, je continue ma consultation. Et puis elle me dit, je vous ai vu danser de toutes les couleurs face à la mer. Et je revenais du congrès d'hypnose, Palais du Grand Large à Saint-Malo, où j'avais gagné le concours du meilleur déguisement. Donc je me suis arrêté. Et je me suis dit, mais qui êtes-vous? Et elle m'a dit un truc incroyable. Elle m'a dit, je suis là pour vous. Donc en fait, l'ouverture, on m'envoie maintenant les gens. Merci. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a expliqué qu'elle était médium. Et moi, je ne sais pas ce que c'était à l'époque. Je n'étais pas du tout là-dedans, je ne connaissais pas tout ça. Moi. Et puis elle m'a dit, tiens, je vais te faire vivre un truc super, tu vas voir. Et tac, peut-être 15 jours après, elle me dit, je vais t'emmener voir une médiumnité en salle. Ok. Et puis je me suis assis un peu au fond du truc, puis j'ai regardé. Et là, j'ai vu la puissance thérapeutique sur le deuil. J'ai vu des gens arriver en deuil, recevoir un message et se transformer. Et je me suis dit, c'est incroyable. Et donc, elle m'a dit, tiens, je t'achète le livre. La médium qui était là. Et puis elle ne me connaît pas, hein. Elle écrit un mot, puis elle me le donne. Puis je ne le lis pas tout de suite, je rentre à la maison. Et puis à la maison, j'ouvre le livre, et c'était marqué « Médecin du ciel, médecin de la terre ». Alors il y a un livre qui s'appelle comme ça vous parle? Médecin du ciel, médecin de la terre. Et puis cette dame, qui m'accompagne, elle me dit, je vais te présenter un gars, tu vas voir, il te fait un truc bizarre, ça va te plaire. Parce que moi, j'étais tout curieux. Hein. Je suis arrivé dans ce monde avec la joie. Je trouve ça extraordinaire. Et donc, elle me présente, vous le connaissez peut-être, il s'appelle Jean-Marie Le Gall, il habite du côté de Biarritz. Et lui, il a un truc particulier, c'est qu'en fait, il met ses mains, et son grand-père, qui était chirurgien dans sa vie, incorpore ses mains et il fait des soins. Et je lui dis, allez, tu le fais sur moi. Moi, j'ai tout testé. Hein. C'est comme ça qu'on approuve les choses. Et là, il me dit, mais tu crois à ces trucs-là? Je dis, parce que toi, tu crois pas même à ce que tu fais? Il me dit, si.
Et il me dit, tu sais, mon grand-père, c'est un médecin du ciel. Et là, je me suis rappelé du livre et je lui dis, moi, je suis un médecin de la terre, c'est que je dois être au bon endroit. Et puis, en fait, ça n'a fait que grandir. Ça n'a fait que grandir, ces rencontres, et puis, ce qui se passe au quotidien. Un peu comme ce matin, j'ai demandé, moi, je n'appelle pas, je ne sais pas comment certains le développent, mais moi, j'aime bien dire, je pose mes questions. Et donc, à un moment, j'ai posé des questions, un peu comme vous connaissez ce livre qui s'appelle Conversation avec Dieu. Il était en colère, il a posé des questions, puis il a eu une réponse. Eh bien, je vous invite à faire pareil. Parce que, en fait, ça marche. Et donc, j'ai posé une question hyper importante. J'ai dit, mais pourquoi moi, qui voulais être conducteur de train, pourquoi je suis médecin? Et c'était la première fois de ma vie où j'entendais une voix qui me répond. Et la réponse a été pour la légitimité du message à faire passer. Wow. J'en ai encore des frissons. Donc je suis là pour vous, je suis là pour transmettre ça. Et puis dans le quotidien, ça a continué. Alors moi je travaille dans un bloc opératoire. Le bloc opératoire, c'est quelque chose qui peut faire peur. En fait, c'est des humains comme vous, qui ont juste un métier et qui sont là pour vous aider à passer d'un cap A à un point B, d'une chirurgie. Et tout ça avec une anesthésie. Et une anesthésie, qu'est-ce que c'est? Une anesthésie générale, eh bien, c'est une modification de votre état de conscience. Donc, tous les jours, moi, je crée une modification d'état de conscience et il se passe des choses. Alors, un jour, on m'appelle comme ça en salle de réveil parce qu'il y a quelqu'un qui était en train de crier « Dépendez-le, dépendez-le, dépendez-le » au réveil de son anesthésie. Alors, dans ces cas-là, au bloc, maintenant, ils appellent Baptiste, dès qu'il y a un truc un peu bizarre. Donc, j'y suis allé. On a remis, bien sûr, on a des techniques pour faire revenir les gens dans l'instant. Et puis, quand elle a été bien là, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle a expliqué qu'elle a senti le produit. Et quand le produit est arrivé, son père, qui s'était pendu dans sa vie, s'est présenté à elle avec sa corde. Mais en pratique, si on reste sur « dépendez-le », on va rester sur un peu du trauma ou quelque chose de très violent. Son discours à elle, c'était merveilleux. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est présenté à elle comme il est parti. Mais en fait, derrière, elle a eu son message, elle a eu une des expériences les plus belles de sa vie. Et puis, quand on est ouvert à ça, on ouvre. On va appeler ma grand-mère, ouvre. On ouvre les écoutilles, on ouvre tous les sens. Et puis on sent des fois, on sent qu'il va se passer quelque chose. Puis des fois on ne le sent pas. Un jour je suis en consultation, pareil un après-midi, une dame rentre et je pleure. Alors heureusement on a un petit lavabo pour se laver les mains, donc je suis allé me laver les mains. Et puis elle me dit « Ça va docteur ?» Je dis « Oui, ça va, excusez-moi. » Elle dit « Vous êtes sûr ?» Oui, je dis « Oui. » Et je continue à pleurer. J'ai dit « Écoutez, c'est pas grave, on va laisser faire. » Et puis elle me dit voilà, elle vient pour une coloscopie, peu importe, on s'en fiche. Et en fait, je demande jamais pourquoi les gens se font une colo. C'est pas mon problème, ça. Moi, je suis là pour les accompagner. Et je lui dis, cette fois-ci, mais pourquoi vous avez une coloscopie? Et elle me dit, parce que j'ai un truc au foie, un calcul, machin, et il faut aller voir. Et là, je n'arrive pas à me retenir, je lui dis, n'importe quoi. Et elle dit, ça va docteur? Donc moi je me suis un peu mal à l'aise, je dis oui, excusez-moi. Alors je continue un petit peu, j'essaye de garder, vous voyez un peu le lead de la consultation. Et je lui dis, donc je continue, et puis la question revient. Mais pourquoi vous avez une coloscopie? Mais elle dit, mais docteur, je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai un truc au foie, voilà.
Et là, je me suis arrêté, je l'ai regardé comme je regarde madame, et je lui ai dit, on arrête la consultation, maintenant il est temps de me dire ce qui se passe. Ça va durer peut-être 1 minute. Et là, elle va s'effondrer. Et elle va me dire, il y a 1 an, jour pour jour, mon mari et ma fille sont décédés. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis laissé traverser. Peu importe, je ne sais plus du tout ce qui s'est dit. Peu importe. Ce qui s'est passé, c'est que 15 jours après, vous savez, on est 11 anesthésistes. Bon, vous savez, quand vous voyez un anesthésiste, vous n'êtes pas sûr de voir le même. C'est pas grave, c'est des équipes. C'est l'avantage de notre métier. Eh bien, je suis tombé sur elle, je l'ai endormie, et puis elle est venue me voir quelques jours après. Elle m'a dit, vous savez, docteur, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre cabinet, mais il y a mon fils qui est encore là. Et à partir du moment où on a fait cette consultation, il y a quelque chose qui s'est passé, il est retourné à l'école. Il est redevenu vivant. Alors des choses comme ça, je pourrais vous en compter des dizaines. Vraiment, je vais vous donner celle qui m'a le plus marqué, parce que ça m'a interloqué. Un matin, je me réveille et j'ai une pression un peu comme s'il fallait que je me batte. Il y a de la tension. Alors je ne sais pas ce que j'en fais. Donc nous, on a 14 salles de bloc. Donc je vais voir tout le monde. Ça va? Ouais, je regarde si les gens sont bien, je pose des questions. Puis j'endors mon premier patient, tout va bien, mais la tension est là. Et j'endors mon deuxième patient, et vous voyez, dans une salle d'anesthésie, vous avez pas le lit, mais j'ai plus le terme. Je travaille dans un bloc, j'ai même plus le terme. La table, voilà, tout simplement. La table, on a notre matériel d'anesthésie avec le respirateur, et puis quand même une petite chaise et un bureau pour vous surveiller. Et donc je m'assois, la patiente dort, elle est là, et je m'assois, et là je regarde, et je vois une bulle qui se crée au-dessus de la patiente. Et là, il y a un truc dans ma tête qui me dit, t'inquiète, on gère, tu prends un crayon et tu écris. Bon, j'ai une feuille là, je me mets là, et j'écris un truc, je l'ai chez moi. J'écris, je suis mort, Fred Le Crotoy. Et en fait, donc je sors de ça, de cet état de transe. Bien sûr, je vais tout de suite m'enquérir si le patient va bien, parce que je ne sais pas du tout combien de temps ça a duré. Tout va bien. Impeccable. Et puis, tout de suite, je capte, parce que Fred, c'est Alfred, c'est le compagnon de ma tante, et c'est le jour de son enterrement. Et Le Crotoy, c'est le village d'où je viens, en baie de Somme. C'est là où il est enterré ce jour-là. Donc vous imaginez bien que quand je reçois ce message-là, moi je suis au bloc, j'appelle celle qui est venue à moi. Je lui dis, écoute, j'ai reçu ça, c'est qu'il y a un message à transmettre. Et en fait, elle va se connecter à lui. Elle va directement appeler ma tante parce que je lui avais dit, elle la connaissait. Et elle va lui donner un dernier message de Fred, son compagnon, le jour de son enterrement. Et donc, là, je pose la question. Parce que moi, j'ai été interloqué. Je me suis dit, mais moi, je suis responsable de la patiente qui dort là. Et en fait, j'ai posé la question, je dis, mais pourquoi on m'avait fait ça comme ça là, pendant le bloc? Et la réponse a été, parce que ça peut arriver n'importe quand. Tu dois être prêt n'importe quand. Alors, je suis prêt. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours, hein, attention. Mais ça veut dire que chaque matin, quand je me lève, eh bien, je dois être dans cette capacité d'écouter. Alors, je ne suis pas à l'écoute de ça, hein. Je suis à l'écoute des gens qui viennent me voir. Et puis souvent, j'ai des trucs rigolos. J'ai des patients, vous savez, les patients, vous l'avez été, je l'ai été, ils ont peur. Hein, vous avez peur, et nous, on est spécialistes de la peur, de comment accompagner, la transformer pour aller vers un lien de confiance. Et puis, on discute, on a quelques minutes, et donc, il y a un patient qui me dit, qui avait un costaud, là, très très peur, et je lui dis, mais allez, dites-moi, je sens que vous avez un truc à me dire. Il me dit, ouais, mais vous allez rigoler de moi. Je dis, allez-y. Il me dit, je parle à Dieu. Je lui dis, super, moi aussi. Transformé. La peur explosée. Il s'est endormi
dans la confiance la plus absolue. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, c'est d'être pleinement et totalement soi-même. Et c'est le conseil que je vous donne si demain vous avez une opération. Dites exactement dans quel état vous êtes dans l'instant. Dites-le parce que l'autre en face, le médecin ou l'infirmier, peu importe, il va se connecter à vous. Et ceux qui ont comme moi, et on est de plus en plus, les écoutilles ouvertes, le cœur ouvert, eh bien ils vont vous répondre. Et vous allez vivre complètement différemment votre anesthésie. Alors, je vous l'ai dit, j'ai fait des rencontres de médiums, et puis j'ai une amie voilà, qui elle a un truc rigolo, c'est qu'en fait, elle a un guide qui est guérisseur. C'est pas elle, hein, le guérisseur, c'est ça que j'adore, c'est qu'elle dit, c'est mon guide, et puis ça passe à travers moi. Et puis un jour, alors nous on a des soins continus, vous voyez, quand il y a des opérations un peu lourdes, c'est pas une réanimation tout à fait, mais c'est l'entre-deux. Et là, j'ai un patient qui a ce qu'on appelle un début d'hépatite fulminante. Qu'est-ce que c'est? C'est le foie qui ne marche plus. Et donc, quasiment toutes les heures, les enzymes hépatiques vont monter, doubler, tripler. Et le seul traitement, c'est quasiment la transplantation hépatique. En attendant, on a ce qu'on appelle un système MAR. C'est quoi? C'est comme une dialyse, mais du foie. Hein. Et ça, eh bien, c'est extrêmement compliqué à gérer. Le foie, c'est hyper important. Et donc, ce patient, on a le diagnostic d'hépatite fulminante chez nous. Donc, vous imaginez bien que j'ai ces branle-bas de combat dans les soins. On appelle la réa en disant « Attention, on a ce patient, il faut le transférer. » Et là, ils me disent « Pas de souci, on met en route. » On appelle le SAMU et tout ça. Et là, mon téléphone sonne. Je n'ai pas, alors je vais prendre ça. Et je vois le prénom de mon ami médium. Elle m'appelle que rarement. Alors je sors. Et là, écoutez bien, elle me dit écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais est-ce que tu es face à un patient qui s'appelle Louis? Oui. Elle me dit il a un truc au foie? Oui. Elle me dit demande-lui s'il accepte d'avoir des soins différents tout de suite. Vous imaginez le positionnement? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être authentique. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Je vais aller le voir, je vais lui expliquer qu'il a un début d'hépatite fulminante, on est en train de tout préparer pour le transférer, qu'il va aller dans la réanimation, et puis je vais ouvrir un petit peu, je vais dire, et puis est-ce que vous avez, je sais pas, est-ce que vous voyez, j'ai un peu bafouillé comme ça, et je vais lui demander s'il a déjà entendu parler d'autres types de soins, des soins énergétiques. Et il me dit, docteur, vous savez maintenant, au point où j'en suis, je prends tout. Et je lui dis, est-ce que vous acceptez alors d'avoir un soin en attendant d'une amie en laquelle j'ai confiance? Il me dit oui. Donc je vais rappeler mon ami, je vais dire, écoute, il est OK. Et moi, pendant ce temps-là, je continue le transfert. Hein, je prépare tout. Le SAMU arrive, on fait les prises de sang. Donc je crois qu'il était à 16, 32 000. Hein, normalement, la normale, c'est 20. Il y avait 32 000. Donc voilà, vraiment lancé. Et la réanimation va m'appeler en me disant mais c'est quoi ce bordel? Il a 20 000 et au dernier bilan, il a 10 000. Ça n'existe pas. On a tout prévu. Qu'est-ce que c'est que ce diagnostic à la noix que vous avez fait? Eh bien, peu importe. Ça veut simplement dire que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne vais pas chercher à comprendre. Par contre, je vois. Tout simplement, que ce patient a probablement été aidé. Alors ce patient, je vais le revoir 2 ans après. Il va avoir quand même une pathologie lourde. Je vais le voir pour une coloscopie. Et puis il va me dire, vous savez docteur, je suis content que ça soit vous. Je voulais vous dire que depuis cet épisode, je suis allé voir d'autres types de guérisseurs, tout en restant allié avec mon médecin. Et il me dit, si j'ai fait surtout un truc très important, c'est que je n'avais pas parlé à mon frère depuis 2 ans. Et en fait, il me dit, je sais que je vais mourir et j'ai réglé ça. Je suis allé le voir. Je lui ai dit tout ce que je n'avais pas dit. Et puis aujourd'hui, je me sens un peu plus prêt. Et ce patient, je sais qu'il va mourir. Voilà. Je décroche.
C'était l'interlude musical. Voilà, et je vais vous donner une dernière chose qui m'a aussi beaucoup marqué, parce que ça c'est un petit peu plus fréquent. Il y a un chirurgien qui m'appelle, qui me dit « Baptiste, t'es une folle, c'est pour toi ». Vous voyez la considération. Alors ils ne sont pas tous comme ça. Hein. J'aime bien, c'est un duo, hein, anesthésie-chirurgien, on se titille un peu. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais lui, il l'est. Ouais. Il me dit, je te l'envoie parce qu'on l'a opéré et elle me jure sur ses grands dieux qu'on ne l'a pas endormi. Oh, je dis super. On voit. Et ce qui est bien, c'est que c'était moi son anesthésiste. Donc je l'accueille. Elle me dit, docteur, vous ne m'avez pas endormi. Hein. Moi, j'avais préparé le dossier. Donc je lui dis, écoutez, rappelez-vous, je vous ai mis la perfusion, on a mis le masque. Je crois qu'on avait chanté en plus, parce que moi j'aime bien faire ça. On chante en s'endormant. Et donc on avait chanté. Et puis elle me dit, mais docteur, quand vous m'avez mis le produit, je me suis retrouvé dans une clairière. Et là, mon père était là, assis. Et je l'ai rejoint, et on s'est dit tout ce qu'on ne s'était pas dit de son vivant. Et elle me dit, quand j'ai été en salle de réveil, j'avais plus mal. Et là, elle me dit, j'ai dit au chirurgien que c'était grâce à lui quand même. Mais elle dit, mais c'est pas ça. Elle dit, ma vie a basculé le jour où vous étiez là. Voilà. Et ça, c'est ce que je vous souhaite à chaque moment. Je vous souhaite de l'avoir non pas au bloc, même si bien sûr je vous souhaite de l'avoir au bloc, mais je vous souhaite de l'avoir demain. Je vous souhaite de l'avoir demain au bloc. Je vous souhaite au bloc, n'importe quoi. Dans votre travail. Je vous souhaite de l'avoir dans votre famille. Je vous souhaite simplement d'être à l'écoute. D'accord ? Moi, il y a un truc qui m'a vraiment, vraiment encore marqué. Un matin, je me lève, on allait faire ce qu'on appelle une chirurgie de scoliose. C'est des grosses chirurgies qui durent 5 à 6 heures, qui sont très hémorragiques. On fait ça, nous, 2 à 3 fois par semaine. Et j'arrive dans le bloc, et j'ai l'infirmière qui me croise comme ça, qui me dit « Je crois qu'il ne faut pas qu'on la fasse. » Ok, je continue. J'ai l'aide-soignante qui me dit « J'étais dans le métro, elle me dit « Je crois qu'il ne faut pas qu'on la fasse. » Bon, une fois, 2 fois. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je cherche tous les arguments médicaux. Est-ce que, voilà. Donc, je vais regarder le dossier. Je trouve rien, quoi. Et puis, le chirurgien, il vient, il met la pression. Il dit, alors, Baptiste, pourquoi ça ne dort pas encore ? Et là, moi, j'étais en mode, il y a un truc qui me dit qu'il ne faut pas qu'on y aille, mais... Et puis là, je dis, bon, on va y aller. Et là, il y a mon collègue qui ouvre la porte, qui dit, stop ! On vient de recevoir son bilan de coagulation. Il a un TCA hyper élevé. On l'annule maintenant, juste au moment où je l'ai poussé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on est à l'écoute des signes, de ce que disent les gens, de simplement ce qu'on ressent profondément, eh bien on doit y aller au maximum. On doit écouter ça. Je vous invite vraiment à écouter ça. Et c'est vraiment ce que moi j'essaie de transmettre, d'être à l'écoute chaque jour. Et à chaque jour, moi je le fais dans mon bloc opératoire, faites-le dans votre job. Faites-le, diffusez-le. Alors, pour terminer sur un truc rigolo, moi je m'amuse. Parce qu'en fait, je trouve ça génial. Sur le moment, des fois, c'est pas confort, mais globalement, c'est génial. Alors, j'ai inventé un truc, c'est-à-dire que vous savez, nous, pour débuter une anesthésie, il nous faut une perfusion. D'accord ? Pas de perfusion, pas d'anesthésie, pas de bras, pas de chocolat, c'est la vie. D'accord ? Et donc, on doit mettre votre perfusion. Moi, j'ouvre et je lis dans le marc de bétadine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le patient arrive, je lui pose 3 questions. Comment ça va ? Et puis je lui dis, qu'est-ce que vous aimez ? Qui êtes-vous ? Voir ce qu'il me raconte. Et pendant ce temps-là, je ne regarde pas et je mets ma bétadine comme ça. Et en fait, je vais lui dire le premier mot que je vois. Premier.
sans réfléchir. Bon, la dernière fois, j'ai vu une tête de Mickey, et je lui dis, vous êtes allé à Disneyland? Elle me fait, comment vous savez, docteur? Voilà. Ça marche pas tout le temps, mais en fait, le lien est fait. D'accord? L'idée, c'est pas de dire, ouais, je suis machin, j'ai toutes les réponses, pas du tout. C'est que des fois, c'est même dans le non que le lien va se faire. C'est juste parce qu'en fait, je lui ai lancé une perche, et il y en a qui la prennent. Il y en a qui la prennent pas, hein. Il y en a qui doivent dire, c'est qui ce gars-là? Dépêchez-vous, endormez-moi, et vivement que ça soit terminé. C'est ok aussi. D'accord? Mais moi, ça m'intéresse point. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on peut diffuser, on peut créer, on peut être créatif. Et puis pour faire le lien avec la conférence suivante, il y a un patient qui est venu vraiment me percuter. On a des patients qui sont donc témoins de Jéhovah, voilà, et eux, leur croyance, c'est qu'on ne doit pas transfuser le sang. D'accord? Et ce patient, il est venu, il avait 5 grammes d'hémoglobine, et il n'allait pas bien du tout. Et donc, il y a eu toute une réunion pour se dire comment on va faire avec ce patient. Et puis, moi, je suis allé le voir et on a passé du temps, on a discuté. Et puis, il va se passer un truc génial, c'est qu'à un moment, il est là, on parle, il s'ouvre. J'ai même l'impression que le temps s'arrête. Et il me dit, vous savez, docteur, je sais que je vais mourir parce que mes anciens sont là, dans la chambre. Donc moi, je regarde, hein. Bon, je vois pas. Et là, il va simplement m'expliquer que c'est son oncle et sa tante qui étaient avec lui quand il était enfant. Et en fait, son visage va changer. Il va avoir une sorte de clarté, une sorte de joie, quelque chose qui a complètement changé avec le patient que j'ai vu initialement. Et donc moi, je vais le laisser tranquillement et je vais revenir l'après-midi et on va l'accompagner. Il va me dire, de toute façon, c'est bon. Vous allez simplement me laisser. J'ai juste besoin que vous fassiez 2 choses. La première, c'est de faire rentrer mes enfants. Et la deuxième, c'est d'écrire notre rencontre. Donc vous voyez, j'ai encore l'émotion parce que c'est vraiment quelqu'un qui est venu vraiment me percuter. Donc j'ai laissé bien sûr rentrer sa famille, il a pris le temps de dire au revoir. Et puis on va l'accompagner, ça va durer 2 jours. Et à un moment, il va simplement partir. Et moi, ce patient, il m'avait demandé d'écrire ce cas. Et il m'a dit un truc très important. Il m'a dit, vous savez, docteur, vous n'êtes pas un médecin du corps, vous êtes un médecin de l'âme. Et ça, c'est venu vraiment me toucher. Et donc, j'ai fait mon mémoire dessus de soins palliatifs, puisque je me suis aussi formé aux soins palliatifs, quitte à être à l'aise avec ce passage, autant aller avec les gens qui en ont besoin. Eh bien, j'ai pris ce thème. Je me suis dit, je vais travailler sur les apparitions des défunts au bord du lit en fin de vie. Et en fait, ça a été incroyable parce que, et c'est là où on revient à l'esprit scientifique, on a une base de données qui s'appelle PubMed, qui est notre base de données médicale de toutes les publications internationales. Eh bien, il y a plus de 80 publications médicales internationales qui valident les apparitions au bord du lit, tout en validant que ce ne sont pas des hallucinations, mais bien des phénomènes réels. Et il y a surtout, ça, c'est si vous avez besoin d'être convaincu, mais c'est la conclusion de toutes ces études et de toutes ces cas sont les mêmes, et c'est la même chez les enfants, parce que ça arrive aussi chez les enfants qui sont en fin de vie. La conclusion, c'est que tous ceux qui ont une apparition d'un proche ou d'une représentation, que ce soit Jésus, Bouddha, peu importe, ils ont une apparition pendant leur tout dernier jour, ce sont ceux qui partent le plus apaisés. Alors moi, un jour, je vais partir, et franchement, j'aimerais bien qu'à un moment, je puisse voir ma grand-mère ou quelqu'un d'autre pour venir m'accompagner. Voilà, je vous remercie.
C'est Jean-Marc qui rappelle. C'est à toi?